Alors, bonjour. Donc, moi, c'est Mélanie Bourque. Josée, on vient en fait toutes les deux du campus de Saint-Jérôme, donc de l'Université du Québec en Outaouais. Aujourd'hui, la présentation va porter sur les travailleurs sociaux et leur ordre professionnel. Je pense qu'il faut, par contre, vous mettre en situation, on n'est pas spécialiste des ordres professionnels. Vous allez voir au cours de la présentation, en fait, on a eu, les travailleurs sociaux nous ont, si vous voulez, donné leur impression sur leur ordre professionnel par le biais de d'autres entrevues qu'on a menées pour une autre recherche. Et c'est comme ça qu'on va commencer. Donc, on a 4 parties à notre présentation. La première, c'est de vous mettre en contexte, dans le fond, par rapport à la recherche qu'on menait et pourquoi on a des résultats sur le rapport des travailleurs sociaux et leur ordre professionnel, et aussi de vous faire comprendre le contexte très particulier aussi dans lequel ils nous ont donné ces impressions-là. Aussi vous parler du fait que pour plusieurs, le travail social est une profession en crise en ce moment, et on pourra vous donner quelques explications aussi pourquoi. Et ensuite, on aura évidemment une part des résultats de notre recherche sur le point de vue des travailleurs, travailleuses sociales par rapport à l'ordre. Bon, une petite partie analyse et une conclusion. Alors, la recherche dans laquelle on a obtenu ces résultats-là, en fait, c'était une recherche qui portait sur la transformation du réseau de la santé et des services sociaux et leur impact sur les travailleurs sociaux. Alors, en fait, le but pour nous, c'était de comprendre comment les structures et les modes de gestion ont affecté les travailleurs sociaux depuis les années 2000. En fait, quand on a fait notre demande de subvention, le titre de la subvention, puis là, vous allez comprendre pourquoi on l'a obtenu en avril 2015 et on l'a demandé en octobre 2014, et le titre de la subvention était quelque chose comme suit, là, on l'a presque oublié parce que c'est pas vraiment là-dessus qu'on a travaillé, les impacts de la réforme Couillard 10 ans après. Sauf qu'en avril 2015, il y avait eu une nouvelle réforme. Donc, il était impossible d'aller, c'était du point de vue des travailleurs sociaux, donc il était impossible d'aller questionner les travailleurs sociaux, ou presque impossible d'aller les questionner sur ce qu'ils avaient vécu depuis 10 ans, puisqu'elles vivaient une période de transformation très, très intense. Si vous avez suivi un peu la réforme des services de santé et services sociaux dans les médias, ça a été des changements drastiques. Donc, on a tenté de comprendre les relations interprofessionnelles aussi et les impacts sur les destinataires de l'intervention, mais les résultats ont été faits dans une période d'instabilité très grande pour les travailleurs sociaux, et on peut dire que nos résultats, de manière générale, on avait des propos là, de personnes en souffrance là, dans leur milieu de travail, en souffrance très importante. Il y a eu beaucoup de travailleuses sociales qui étaient en détresse, en fait, là. Et juste pour vous dire là, à quel point ces personnes-là avaient aussi besoin de parler, c'est que quand on a envoyé par le biais là, de divers moyens, mais dont l'Ordre qui a publié dans le journal mensuel, là, je pense, notre collecte de données, là, on a, en l'espace d'une semaine, on avait 84 réponses de personnes qui voulaient participer à notre recherche. Si vous faites un peu de recherche qualitative, 84 personnes, c'est presque c'est extraordinaire, en fait. Donc, on a procédé à... On a fait les interviews avec les 84 personnes, et effectivement, des propos positifs là, sur ce qu'elles étaient en train de vivre, il n'y en avait pas énormément. Donc, c'est sûr que les résultats d'aujourd'hui sont teintés aussi par cette détresse vécue, puis cette impression de non-représentation par aucune instance. Donc, ça, c'est sûr que ça teinte les résultats. Donc, cette recherche-là, on en est là vraiment
on a déjà des résultats. On a les résultats, évidemment, je vous les donnerai, je vous en ai fait part, mais on a leur impression sur la transformation, donc les fusions, le fait qu'elles doivent se déplacer maintenant dans des territoires. Là, c'est cette diapo-là, mais je dis autre chose, juste pour vous. Donc, le fait que les territoires sont devenus énormes, le fait aussi que toute la structure de la gestion a changé. Donc, période de, je le répète encore, là, mais de grande instabilité. Ceci a eu des répercussions, bien sûr, sur l'engagement au travail. Il y a eu toutes sortes de réactions. Certains ont décidé de faire juste ce qu'on leur demandait, d'autres de quitter. Hein. Il y en a qui quittent la profession. Et c'est donc une période de grande crise. Je veux le souligner parce que c'est sûr que ça teinte les résultats. Donc, une profession en crise, plusieurs le soulignent, que le travail social en ce moment, c'est une profession qui est en redéfinition, on pourrait le dire comme ça, et on peut l'expliquer par plusieurs facteurs. Là, je vous ai mis une diapo. En fait, c'est un scoop, ou presque. Non, c'est un scoop. On collabore avec l'Ordre dans un autre cas et on a proposé des images pour exposer, dans le fond, ce que vivaient les travailleuses sociales. Donc, ça, c'est un résultat de notre recherche. Alors, vous voyez la perte de repères. J'espère que c'est clair. Donc, la perte de repères pour les travailleurs sociaux. Et on a un verbatim, évidemment, qui l'accompagne. Là, je vais le lire. On en a beaucoup plus tard. On ne les lira pas nécessairement tous, mais je pense que ce verbatim-là, il exprime vraiment ce que les travailleurs sociaux vivaient et vivent encore, je pense. Là. Quel est le sens que je peux donner à mon travail? La priorité, c'est le budget. Ce n'est pas la qualité de service. Ce n'est pas le bien-être de l'usager. C'est comme te retrouver en conflit de valeurs continuel. Alors, c'est ce que vivent les travailleurs sociaux, être en conflit par rapport aux valeurs de la profession, hein, que sont en grande partie là, la justice sociale hein, pour les travailleurs sociaux, l'égalité, l'humain au centre des rapports. Hein, on sait que les travailleurs sociaux travaillent souvent avec des populations marginalisées, ce qui fait que effectivement, c'est une profession qui peut sembler en décalage avec les valeurs actuelles. Hein, valeurs, on le sait, d'efficience, d'efficacité, de performance. Et ce qu'on demande aux travailleurs sociaux en ce moment, c'est d'être performants, d'atteindre des objectifs cibles. Et évidemment, dans un contexte sanitaire, on peut penser que c'est relativement, et là je ne dis pas que les autres professions ne souffrent pas des changements, mais on peut penser que de mécaniser une chaîne, je ne sais pas, de vaccins, il y a peut-être possibilité, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est sûr que quand on travaille auprès de personnes sans domicile fixe, c'est plus difficile d'arriver à avoir des cibles ou des meilleures pratiques plus concrètes, je dirais. Chaque cas est tellement différent. Donc, une profession en décalage avec les valeurs, évidemment, qui sont véhiculées par la société, mais aussi dans les institutions. Évidemment, ça, je vais y revenir, mais des réformes successives, là, sans arrêt, là, les professionnels, ceux qui sont là depuis longtemps, là, nous disent qu'ils sont tout le temps, dans le fond, dans une nouvelle période de réforme. Et évidemment, la non-reconnaissance de la profession au sein des institutions. On va le voir dans certaines dans certains des verbatims qu'on a extraits. Et donc, les travailleuses sociales, aussi dans le cadre de la loi 21, là, ça dépasse donc le réseau, la loi sur les professions, c'est sûr que les travailleuses sociales ont de leur point de vue, en tout cas, ce qu'on a retenu de nos résultats, c'est que il y avait des pertes. Hein, pour elles, cette loi-là semble les avoir dégarnis d'un certain pouvoir ou d'une certaine marge de manœuvre. En tout cas.
de certains actes, oui, voilà, disons-le. Et en fait, une chose que je rajouterais aussi, c'est que contrairement à d'autres professions, les travailleuses sociales ne sont pas représentées par une entité, par exemple, une association ou un syndicat qui serait plus corporatiste. Hein? Elles sont disséminées dans différentes instances syndicales, différentes centrales. Et ça, c'est mon interprétation, là, mais j'ai l'impression, c'est qu'elles n'ont pas de lieu de défense fort de leur profession. C'est sûr, les centrales ou défendent leurs membres, donc ils ne peuvent pas se mettre à... C'est sûr qu'ils défendent les travailleurs sociaux lorsqu'ils ont besoin de le faire, mais c'est comme s'il n'y avait pas de voix forte à la défense des travailleuses sociales. Je pense que ça fait le tour. En fait, c'est ça, je voulais revenir là, sur l'évolution de la santé, du système de santé et des services sociaux rapidement. Évidemment, on ne repassera pas toutes les réformes, là, mais juste pour vous montrer comment on peut dire que ce système-là est aussi un système comme la profession qui a été en crise. Évidemment, sous l'égide de la réduction hein, des dépenses publiques, on a pendant plusieurs années fait appel à des experts. Là, tout ce que vous voyez en bleu foncé, c'est les rapports et les mémoires qu'on a commandés à différents experts pour trouver des solutions hein, au système de santé et services sociaux. Donc, quand ça se répète à ce point-là, on peut se dire soit qu'il y a un problème qui est irrésolu ou soit que le gouvernement tente d'avoir la réponse qu'il souhaite. Bon, ça, c'est une petite blague, mais on peut se poser la question. Donc, parce que c'est à peu près, on pourrait dire que Rochon, les propos de Rochon sur l'application d'une meilleure gestion, d'une nouvelle gestion publique, là, se répètent là, dans à peu près tous les rapports qui lui succèdent. Donc, et bien là, vous voyez, en gris pâle, c'est plutôt les réformes. Donc, réforme côté, là, c'est la réforme des régies régionales. Ensuite, Rochon, bien là, la réforme Rochon, on s'en souvient, c'est les coupures, c'est fait avec les coupures budgétaires, donc virage ambulatoire, fermeture d'hôpitaux. Et évidemment, c'est toute la période du déficit zéro, donc mise à la retraite de plusieurs infirmières. Ensuite, la réforme Couillard en 2003, création des agences en 2005 et en 2015, évidemment, la réforme Barrette. Donc, juste pour, je pense que ça illustre un peu peut-être l'essoufflement ou en tout cas la crise là, au sein du système lui-même. Bon, alors, le point de vue des travailleuses sociales sur l'ordre des travailleurs sociaux, alors effectivement, je le rappelle, c'est toujours dans le cadre de cette recherche-là. Bon, on a mis le mandat là, de l'ordre et évidemment, on n'a pas directement questionné les travailleuses sociales si elles comprenaient le mandat, donc, c'est vraiment des propos qui ont émané là, de différentes questions. Donc, bon, l'Ordre des travailleurs sociaux, là, nous, on dit tout le temps l'Ordre des travailleurs sociaux, mais c'est et des thérapeutes conjugaux et familiaux. Évidemment, encadre les professions, là, chacune dans leur champ d'exercice spécifique. Et l'Ordre, bon, a son mandat et des valeurs. Évidemment, c'est de contrôler la compétence, surveiller, réglementer, gérer le processus disciplinaire, favoriser et soutenir le développement professionnel et contrôler l'exercice illégal ou l'usurpation de titres. Donc, protection du public, hein, on le répète et parfois, dans le discours des travailleuses sociales, on a l'impression que pour elles, c'est une instance qui devrait les représenter. Hein, il y a comme donc, c'est pour ça que je disais, on les a pas questionnés sur le mandat. Donc, on ne peut pas savoir c'était quoi la représentation qu'elles s'en faisaient. Mais dans ce qu'elles disent, on a l'impression que c'est comme une demande de représentation souvent dans leurs propos. Donc, profession en crise d'identité, comme j'en ai parlé il y a quelques diapositives, on voulait le souligner. Donc, effectivement, il y a un sentiment de la perte de la place du travail social au sein des équipes de travail. Ça,
ça sort vraiment, ça s'étiole notre spécialité. Donc, vous voyez, c'est gros maintenant l'organisation. On n'a plus d'espace pour se retrouver, confirmer notre rôle. Donc, ils ont l'impression d'être dans un organisme gigantesque puis de ne plus avoir, encore une fois, là, de point de repère. Donc, tout ça aussi, il faut le souligner, hein? Toutes ces réformes depuis là, les années 90, c'est clair que ça a eu un impact et ça a accentué le déséquilibre qui existait déjà, mais entre le sanitaire et le social. Hein? Plus on fusionne, plus les ressources vont vers le sanitaire, vers les hôpitaux, vers tout ce qui est médical. Et le CLSC, hein, qui était l'emblème des services sociaux, évidemment, n'existe plus. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, c'est sûr que les travailleuses sociales perdent leur repère puisqu'elles ne sont plus reconnues nécessairement comme une profession, une porte d'entrée très, très claire, alors que dans les CLSC, elles étaient beaucoup plus présentes. Donc, elle recherche effectivement un lieu de reconnaissance qui n'est pas là, en tout cas en ce moment. Il n'est pas là. Donc, je vais céder la parole à Josée. Et pour faire le lien avec ce que Mélanie vient de mentionner, là, un peu plus précédemment, en fait, moi, quand j'ai commencé, je suis une travailleuse sociale, j'ai travaillé dans le réseau pendant 20 ans. On a commencé à travailler, j'étais au CLSC Huntingdon, une petite équipe. Peut-être 20 personnes, en fait, au CLSC Huntingdon, vraiment un petit endroit. Si on compare aujourd'hui aux méga fusions qu'on a eues, il y a un monde, il y a un écart, il y a un décalage. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les travailleuses sociales vivent de nombreux conflits entre leur rôle propre, leur code de déontologie, ce qui est demandé par le code, également leurs valeurs professionnelles. En fait, ça m'amène à vous montrer le schéma ci-joint. Donc, les travailleuses sociales doivent naviguer en différentes normativités, en fait, comme je mentionnais tantôt, en lien avec leurs valeurs, en lien aussi avec les dimensions institutionnelles, en fait, les exigences des institutions. Comme Mélanie mentionnait précédemment, c'est qu'on est dans les exigences administratives qui sont également en transformation, mais des exigences de productivité, d'efficacité, d'efficience, avec des indicateurs de performance. Également en tension aussi avec la dimension professionnelle, puis on va le voir un peu plus loin, où se situent les conflits. Ça me fait penser, Luc, lorsqu'on regardait, parce qu'on ne s'est pas beaucoup attardé là, au cours de la recherche, entre le rapport et puis le rapport entre l'ordre et puis les travailleuses sociales. En fait, ce que je peux dire rapidement, là, c'est un rapport de récrimination, c'est un rapport de conflit que les intervenants ont avec leur ordre professionnel. Il y a probablement aussi en lien avec la méconnaissance du rôle aussi d'un ordre professionnel. On peut penser que si c'était mieux expliqué aux travailleuses sociales, en fait, les attentes que les professionnels ont, je dirais, seraient peut-être ailleurs, où il y aurait peut-être une idée aussi de développer une association. Il y a le RECIF qui existe, hein, le regroupement, RECIF. On est bonnes dans les acronymes, ça. Il y a le RECIF qui existe, en fait, c'est un regroupement d'intervenants sociaux, mais il regroupe les différentes professions. Donc, le travail social n'est pas nécessairement représenté. Bon, je reviens ici au niveau des loyautés multiples. Là, ça me faisait penser à ton livre aussi, c'est ce qu'on se disait aussi. Oui, je fais de la pub. En fait, les travailleuses sociales, ce qu'on a fait, on a pris différents verbatims, puis on a essayé de décliner là, ce qui était en arrière de ça, les valeurs qui étaient en arrière, puis le sentiment ressenti par les travailleuses sociales. Donc, bien entendu, les travailleuses sociales là, se sentent tiraillées, sentent en tension en différentes loyautés. Là. On l'a vu tantôt. Là. Il y a une travailleuse sociale, il mentionne, je me sens tiraillée entre la loyauté envers mon employeur, en fait, ce qui est exigé par l'employeur, en fait, les demandes de performance, en fait,
La loyauté envers ma clientèle. Ce que je pense, ce qui devrait être un travail bien fait et bien accompli. Puis là, j'essaie de me séparer en deux pour satisfaire mon ordre et mon employeur et mes clients qui m'appellent et qui m'appellent. Donc, ça représente vraiment bien la tension et le schisme aussi ressenti par les intervenants entre ce qu'elle doit accomplir. Puis à un moment donné, à force de te sentir divisé puis d'un schisme, il y a aussi une souffrance qui s'installe, on verra plus loin. Puis il faut dire aussi que il y a un haut taux d'épuisement professionnel aussi au niveau de la santé et des services sociaux. Puis là, ça appartient pas juste aux travailleuses sociales, en fait. Puis si on fait un lien avec les réformes, ce que Mélanie expliquait tantôt, on est arrivé avec la réforme Barrette. Aussi, ça a été, comment c'est appliqué? C'est appliqué un top-down, hein? C'est un jeu, c'est un jeu de bras de fer. Moi, j'ai encore des amis aussi dans le réseau, là. Et puis, ça a été très difficile. Pour les intervenants, on n'en parle pas ici, là, mais pour les cadres aussi, c'était excessivement difficile. Je poursuis ici. Encore au niveau des conflits de loyauté, là, au début, on me disait, t'es pas capable de mettre tes limites. Ici, la difficulté de mettre tes limites. Et là, tu mets tes limites, t'es pas loyal à ton employeur. C'est quoi que vous voulez? Conflit de loyauté, les injonctions paradoxales. Ici, souvent, ce qu'on a pu remarquer, un sentiment de malaise face aux demandes impossibles à rencontrer, encore là. Est-ce que vous me suivez? Ça va? C'est bon? L'ordre professionnel, ma boss, ma façon de voir des choses, le client, à un moment donné, il y a tellement de place à des injonctions contradictoires que je ne suis pas toujours bien là-dedans. Donc, le malaise, c'est pas simplement une citation ici puis un témoignage. En fait, l'ensemble des 80 personnes, les témoignages s'inscrivent beaucoup dans une souffrance ressentie au travail parce qu'il faut dire que les dernières années, par rapport aux demandes, ont été excessivement, je dirais, marquées par des exigences de performance. Et puis, il faut dire que dans l'idéologie du travail professionnel en travail social, pour nous, ce qui est important, c'est la qualité du service aussi. C'est la relation à l'autre, c'est le temps aussi partagé. Oui, j'ajouterais, c'est ça, c'est une profession de relation d'aide. Hein? Donc, quand tu n'as pas l'impression de pouvoir faire le maximum pour les personnes, c'est vraiment confrontant. Et d'autant que la performance fait en sorte qu'on vient dicter le nombre de rencontres qu'une travailleuse sociale peut faire. Ça, c'est énorme parce que il y a quelques années, il n'y avait pas nécessairement de limite parce que c'était le jugement professionnel de combien de rencontres cette personne-là a besoin. On s'en remettait au jugement professionnel du travailleur ou de la travailleuse sociale. Maintenant, c'est imposé par des cibles. Puis au moment où j'ai commencé à pratiquer, là, c'est intéressant, je peux aller dans l'histoire, dans mon histoire professionnelle, c'est qu'on avait le nombre de rencontres, comme Mélanie mentionne. Puis après, au fur et à mesure, on s'est mis les institutions, les établissements sont mis à valoriser, à former les professionnels avec l'intervention brève. Donc, l'intervention brève est aussi venue à la mode également. Donc, l'intervention brève, on s'est mis à couper le nombre de rencontres, donc d'aller à 10 rencontres. Au début, c'était 6 mois, après on s'est mis à 6 rencontres, puis il y a des endroits maintenant où on fait des évaluations, puis on aura 1 ou 2 rencontres pour faire maintenant des références. Il y a de plus en plus d'organismes communautaires qui font le travail aussi des intervenantes sociales. Donc, il y a comme un mandat aussi qui était relégué aussi à la communauté. Un autre exemple ici, entre des tensions vécues entre le prescrit et le réel, en fait, l'idéal de la profession, l'idéal professé, puis en fait, ce qui est possible aussi de faire sur le terrain. Tantôt, on me parlait de pression, de tension entre ce qui m'est demandé, entre ce que j'attends de moi dans mon travail. J'ai été formée à quelque chose, puis j'arrive, puis on me demande autre chose. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on le voit aussi dans l'enseignement. En fait, lorsque les étudiantes, après 2 ans, s'en vont aussi en stage, parce qu'ils ont une année de stage, la dernière année, il y a tout le temps ce choc-là aussi entre « vous nous avez pas dit ça, on n'a pas appris ça, ce qui se passe sur le terrain, c'est différent, j'aurais pas fait un bac en travail social ». Donc, il y a un choc aussi, oui, je l'ai entendu,
Donc, il y a un choc aussi important lorsque les intervenants, des étudiantes, s'en vont dans le milieu de pratique. Il y a aussi à nous, hein, où on doit s'ajuster aussi en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Il y a aussi, par rapport aux demandes que les intervenantes jugent irréalistes ici, il y a une inquiétude, une tension puis une inquiétude de se voir sanctionner par l'ordre. Et ça, on l'entend beaucoup, en fait, la peur d'avoir une sanction. Mais où les gens la sentent, cette tension-là, entre ce qui nous est demandé, ce que l'on doit faire pour être professionnel. Tu sais, s'il fallait qu'on soit inspecté par l'ordre. Et ça, c'est tout le temps en arrière ici. Là, si je suis inspecté, je vais avoir une sanction, je vais avoir une réprimande. Au bout de temps de sanction, il y a banni pour un certain temps de l'ordre. Donc, il y a tout cet aspect-là de peur et de crainte là, qui est présente. On veut faire les bonnes choses. Et c'est pas réaliste. Encore ici, par rapport à la difficulté de répondre au code de déonto, c'est aussi très, très présent. Là. Les évaluations sociales, en fait, oublie ça. On n'en fait pas, à moins qu'on se fasse talonner par l'ordre, puis qu'ils viennent. En fait, ce qui se passe quand on sait ou quand une intervenante sait va être inspectée par l'ordre professionnel, il y a comme un blitz. Il faut que je mette mes dossiers à jour, il faut que je fasse mes évaluations. Il y a comme cette crainte-là, là, de oups, là, je vais me forcer. Puis je le sais, c'est pas correct, mais je le sais, ça me chicote. La même chose ici, encore là, par rapport au code, la difficulté de rencontrer le code de déonto ici. Et tout ça, l'ordre professionnel le sait aussi en même temps. C'est une réalité connue par les autres. C'est assez intéressant parce que l'ordre a commencé à réagir un peu plus, je dirais, de façon un peu plus combative. Je nuance ici, là, mais de façon un peu plus forte, marquée. Là. Encore ici, l'intervenante qui dit c'est pas possible de tout faire. Fait que là, oui, je suis jamais. On est toujours un peu en dehors de notre code de déontologie. À partir du moment où on est en dehors de ton code, tout le temps un sentiment de malaise, tout le temps aussi la peur de la sanction et de la réprimande. Au niveau de la perception de l'ordre, ici, on a mentionné tantôt là, mais la méconnaissance finalement de ce que c'est le rôle d'un ordre. Puis, comme tu mentionnais tantôt, là, les différents rôles par rapport à l'ordre, on est beaucoup dans un rôle d'encadrement aussi de la profession. Et ça, c'est peu compris. Là. On a des attentes aussi à ce que l'ordre soit davantage combatif, davantage aussi à ce que l'ordre prenne un peu plus, je dirais, de leadership, une présence au niveau médiatique. Ce qui est peut-être un peu plus fait. Il faut dire aussi qu'il y a eu un changement de garde à l'ordre. C'est Madame la présidente, c'est Mme Ouimet actuellement. Donc, peut-être que ça va amener certains changements aussi. Il y a un témoignage qui nous dit ici, puis moi, je ne trouve pas que notre ordre professionnel nous soutient. Encore là, nous représente vraiment bien, nous soutient tant que ça. Je ne trouve pas que c'est un ordre combatif, même qu'ils ont coupé des services à notre ordre, dont des conseils légaux. Un des reproches que les intervenantes font, entre autres, par rapport à l'ordre, c'est ils peuvent recevoir certains conseils en lien avec certaines situations litigieuses. Et puis parfois, l'ordre tarde à répondre, il n'y a pas de retour d'appel. Je ne sais pas s'il y en a qui sont travailleuses sociales ici, mais il y a une difficulté là, au niveau des communications. Et au niveau de la loi 21, Mélanie en a parlé tantôt, là, c'est sûr qu'avec la loi 21, les travailleuses sociales ont perdu certains actes. Certains vont dire qu'on a gagné d'autres, hein, mais on a perdu tout l'aspect aussi en lien avec la psychothérapie, le travail fait avec les familles, etc. Maintenant, les travailleuses sociales doivent en plus avoir aller se spécialiser, donc ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, il y a comme un 2 et 3 ans de spécialité supplémentaire en lien avec la loi 21 pour faire un travail de psychothérapie. Donc, c'est un travail qu'on faisait avant, de travailler avec les familles, mais là, on juge que ça doit prendre certaines spécialités. Donc, c'est beaucoup les psychologues qui ont pris ce travail-là au sein des CLSC, des CIUS, des CIS et CIUS. Il faut dire aussi qu'avant, au niveau de l'intervention sociale, les travailleuses sociales étaient comme, je dirais, roi et maître, si on veut, mais là, il y a eu l'ajout de d'autres professionnels
psychoéducateurs, éducateurs, psychologues aussi. Donc, l'intervenant social a perdu, je dirais, une part de sa part du gâteau là, à l'intérieur de l'intervention sociale. Des fois, si mon ordre a fait référence ici à la loi 21, des fois, si mon ordre défend mal ce volet du travail social auprès des familles, puis qu'il perd des batailles, ça c'est considéré comme une perte de bataille, là. Puis c'était ça mon projet professionnel, travailler auprès des familles en systémique. Bien, Colin, on perd gros. C'est un peu le résumé que je viens de vous mentionner, là. Je poursuis au niveau, les travailleurs sociaux ont le sentiment de subir les sanctions dans ce contexte de protection du public, donc en lien avec les droits individuels qui sont émergents. Au lieu de sanctionner les organisations, ben c'est les TS aussi qui sont sanctionnés. Et ça, il faut le dire que la charge de cas est de plus en plus importante, donc c'est assez difficile aussi d'arriver à faire un travail de qualité. Il y a aussi la crainte à l'intérieur de ça. Les travailleurs sociaux ont parlé de déprofessionnalisation. Ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est assez nouveau. C'est tout l'aspect de l'autonomie professionnelle. Donc, à force de se faire dire quoi faire, tu en as un peu parlé tantôt, là, à force de se faire dire quoi faire, de répondre à certaines normes qui ne sont pas des normes, je dirais, endossées par les professionnels. Donc, on sent qu'on perd son autonomie professionnelle. Donc, les travailleurs sociaux parlent de déprofessionnalisation. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir ça. Maintenant, c'est comme si le mandat de protection du public prend tellement de place qu'ils ont perdu du temps, puis d'énergie, puis de la disponibilité pour aller nous défendre. Et puis, elles ont pas tort aussi, d'une certaine façon, là, parce que si l'ordre défendait davantage l'importance de la qualité du travail, bien là, elles auraient une mainmise aussi pour dire « Oups, il faudrait peut-être réviser aussi la façon dont... réviser les normes au sein des établissements par rapport au travail attendu. » Puis là, individuellement, on le subit. On le subit, puis on ne veut plus le défendre. Puis encore une fois, je le nomme, j'ai une crainte de déprofessionnalisation. Fait que ça c'est quand même... ça doit te faire plaisir de voir ça. Ben oui, non. Oui, oui. Mais aussi, ce que je pourrais rajouter, Josée, oui, c'est que en même temps, il y avait toute la question de l'obligation de faire partie de l'ordre ou pas. Et là, les travailleurs sociaux ont aussi l'impression que qu'est-ce que ça donne? Il y en a beaucoup qui parlaient, on ne l'a pas mis, mais qui parlaient du coût par rapport à ce que ça donnait d'être membre de l'ordre, puisqu'il y a certaines techniciennes qui font le même travail qu'elles. Donc, pour être membre d'un ordre, ça prend une bac en travail social. Donc là, il y a tout aussi cette relation-là entre les autres, ce qu'ils font, moi, ce que je fais, je paye, j'obtiens peu selon elles. Bien, probablement que si il y avait une plus grande satisfaction de leurs attentes par rapport à l'ordre professionnel, il n'y aurait peut-être pas cette récrimination-là par rapport au montant d'argent, tu sais. Mais là, il y a une insatisfaction globale. On a l'impression aussi que l'ordre ne fait pas ses devoirs correctement. Donc, on est insatisfait. Les intervenantes sont insatisfaites. Puis là, mais c'est pas uniquement une chose, hein, c'est multifactoriel ici, là. Donc, point de vue global, là, les intervenantes sociales sont confrontées à des nouvelles logiques, hein, au fur et à mesure que les réformes passent. Les changements sont de plusieurs ordres, là. En fait, au niveau des logiques administratives, aussi, on est beaucoup sur l'efficience, la productivité, les exigences administratives. On est aussi dans une autre logique d'intervention sociale, aussi, on est beaucoup dans le court terme, et parfois même, on fait juste une évaluation, puis on réfère aussi. Au niveau politique également, aussi au niveau de la conception des problèmes sociaux, une grande responsabilisation aussi par rapport aux personnes usagères des services. Et là, c'est un problème lorsque les personnes sont seules. Au niveau des enjeux éthiques, bien entendu, il y a un conflit de valeurs là, chez les professionnels. Il y a un degré de malaise qui est variable, là, surtout dépendant de certaines équipes, dépendant aussi du type de gestion par rapport au sein des établissements. Il y a un schisme entre les valeurs organisationnelles puis les valeurs professionnelles là, qui est grandissant. Puis ça a un impact aussi, ce schisme-là, aussi sur la santé psychique des travailleurs. C'est pas banal.
l'orientation institutionnelle dérange aussi les intervenants sociaux parce qu'au fur et à mesure des réformes, on voit qu'il y a un écart aussi entre les valeurs des professionnels puis aussi les valeurs institutionnelles. Il y a un sentiment que les besoins de la population sont négligés et ça, c'est dérangeant comme professionnel aussi, de voir que certaines valeurs ou certaines normes que tu ne partages pas avec ton institution, ça fait un temps, mais au bout d'un certain temps, tu dis « Oups, je commence à être en perte de repère. » Il y a aussi toute une perte de sens en lien avec qu'est-ce que je fais ici dans cette organisation-là, en lien avec les valeurs institutionnelles et les miennes, où est-ce que ça se rencontre. Il y a aussi les abolitions de postes versus la liste d'attente. Aussi, je peux être au courant de ce qui se passe au SAPA, au niveau des personnes âgées. Il y a des pertes, il y a des besoins qui sont grandissants, puis les services ne sont pas en adéquation aussi avec les besoins de la population. Éloignement avec le terrain, en fait, les exigences administratives font que les intervenantes vont de moins en moins sur le terrain parce qu'il manque de temps. Puis pour faire une petite analogie avec ce que Mélanie mentionnait, il y a dans certains établissements aussi des agendas, les intervenantes doivent présenter leur agenda, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, ils doivent dire qu'est-ce qu'on va faire au cours de la journée, qu'est-ce qu'on va faire dans la semaine. Les références sont laissées sur la boîte vocale, donc on ne demande pas à l'intervenant est-ce que tu as de la place dans ton case load, donc on donne les références sur la boîte vocale. En tout cas. Donc, il y a une espèce d'humanisme aussi là, qui commence à être absent aussi, dans les relations même entre employés et les supérieurs immédiats. Je continue au niveau des enjeux professionnels. L'autre constat qu'on fait aussi, là, déprofessionnalisation des professionnels, en lien avec l'aspect de l'autonomie professionnelle. La responsabilité devient reddition de compte, donc on est centré aussi sur la reddition de compte, donc produire, donc la production principalement. Et la question qui les intervenantes se posent, c'est comment faire et le temps pour le faire. On n'est plus dans la qualité aussi de la relation, ce qui est important ici. Il y a une exigence de performance, puis il y a une exigence de conformité aussi. On attend des TS qu'elles se conforment aux demandes de l'employeur, qu'elles se conforment aussi au code de déontologie, puis aussi qu'elles répondent aux personnes usagères des services. Donc, comme on disait initialement, c'est qu'elles doivent naviguer entre ces différentes demandes-là, mais ces différentes normativités-là aussi. Il y a un enjeu de reconnaissance, là, bien entendu. On est beaucoup dans un contexte, tu mentionnais initialement, on a commencé là-dessus, c'est que le sanitaire prévaut face au social. On a de la difficulté à dire réseau de la santé et des services sociaux. Donc, on entend beaucoup le réseau de la santé, puis il y a une grande part du budget aussi qui est mis à la santé, très peu aussi au niveau des services sociaux. Et pourtant, on le sait que les déterminants sociaux de la santé jouent une grande part aussi au niveau de la santé des individus, des personnes. Donc, il y a une non-reconnaissance qui fragilise aussi les identités professionnelles, mais également professionnelles, parce que l'intervenant social travaille avec des valeurs professionnelles, mais également des valeurs personnelles aussi. Il fait un lien avec la souffrance au travail qui est très présente, l'épuisement professionnel, des démissions, de l'isolement, du retrait. Et il y a une chose qui m'étonne, parce que je suis aussi une observatrice là, de certains sites, là, comme TS Indignation, tu en as parlé tantôt, et j'ai rarement vu autant de professionnels, et là c'est une impression, je n'ai rien mesuré, évalué, mais il y a beaucoup de professionnels qui s'en vont en privé, en pratique privée. On quitte le réseau. Et avant, on entendait davantage les infirmières parler de leur insatisfaction au travail, leur souffrance. Mais là, on voit un peu plus d'intervenantes sociales, de travailleuses sociales qui, sur la voie, je dirais, publique, là, dénoncent la qualité des services rendus, mais leur qualité de vie au travail. Un bel exemple aussi, même si ce n'est pas l'objet de la présentation, on a transféré un bon nombre de professionnels du réseau de la santé et des services sociaux dans les GMF aussi. Ça, c'est un bel exemple aussi, où
on envoie les travailleurs sociaux là, vers le privé. Donc, des ressources humaines, personnes humaines, des ressources humaines, des intervenants humaines qui appartiennent au réseau public, mais dans un réseau privé. Ça, il faut le faire. Hein? Conclusion. Oui, si tu veux bien. Donc, évidemment, on l'a vu, là, les travailleurs sociaux se vivent, vivent en tension. On a laissé un set de trop. Donc, vivent en tension, là, confrontés aux multiples loyautés entre clientèle, patron et ordre. Évidemment, ce qu'on note, en tout cas dans les perceptions des travailleurs sociaux, c'est qu'il y a une individualisation de la sanction. Donc, elles ont l'impression que c'est elles qui vont se faire sanctionner alors qu'elles ont une pression très, très forte de leurs supérieurs pour remplir les exigences là, immédiates du milieu de travail. Et elles se demandent dans ce contexte-là, mais que fait l'ordre pour... que fait l'ordre pour me défendre? Évidemment, les attentes sont non satisfaites et est-ce que, bon, on sait, bon, est-ce que on peut se demander, est-ce que c'est un contexte plus global, plus structurel par rapport aux ordres ou est-ce qu'un changement de garde à la présidence peut changer des choses? Donc là, nous, comme on dit, on n'est pas spécialiste des ordres professionnels, il faudra s'en remettre peut-être, mais on peut se poser la question, là, est-ce que c'est vraiment, ou c'est aussi l'ordre professionnel qui est en redéfinition par rapport à tous ces changements-là, il faut aussi s'ajuster. Ça s'est fait rapidement quand même. Hein? On peut peut-être dire, en lien avec ça, que la présidente de l'ordre, ce que l'ancien président ne faisait pas, c'est que la présidente de l'ordre s'adresse maintenant au public, en fait aux membres. Et ça, on ne le voyait pas avant. Il y a comme un dialogue, elle essaie d'installer un dialogue. Ça, je trouve ça intéressant. On ne voyait jamais, pour ne pas le nommer, M. Leblanc. Mais là, Mme Ouimette, je la trouve davantage visible et elle s'adresse aux membres. Ça, je trouve ça assez intéressant pour créer une alliance et être davantage rassembleuse. On verra ce que ça va donner, mais ben, je trouve ça beau. Tout n'est pas négatif quand même. Puis, ben, peut-être pour renvoyer la balle à l'employeur, donc aux employeurs que sont les CIUS, là, c'est à eux de s'assurer que les conditions d'exercice professionnel puissent être rencontrées. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que l'OTS-TCFQ doit justement mettre la pression sur les employeurs plutôt que sur les travailleuses sociales elles-mêmes? Donc, c'est vraiment une question qui reste ouverte et on a mis un peu en conclusion l'infolette qu'on a reçue cette semaine. Là. En fait, c'est tout frais. Là, ça vient du 11 octobre et l'Ordre a publié ce mémo-là en demandant à la CAQ qu'il y ait une reconnaissance qu'on est en train de démanteler les services sociaux au Québec. Donc, une demande ici là, que le travail des travailleurs sociaux, en fait, pour les intervenants sociaux, que ce ne soit pas axé uniquement sur la productivité. Au contraire, c'est que la qualité du travail soit il relève, mettant ainsi fin aux conflits de valeurs qui ont causé tant de détresse chez les professionnels. Donc, il y a une reconnaissance de cette détresse-là, puis en tout cas, des demandes politiques, clairement. Et ça, c'est nouveau, en fait. Là. Ça ne date pas depuis longtemps. Je trouve ça vraiment intéressant. Là. Ça, c'est à mettre dans les annales, de mon point de vue. Et pour finir, une dernière, voyons comment on les appelait, nos cartes postales, nos illustrations sur les résultats de notre recherche. Là. Donc, ma valeur importante en ce moment, c'est d'être mobilisée. On est plusieurs à se parler, à dire non. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, les demandes à l'ordre, les tentatives de regroupement, de revendication, soit via les médias sociaux ou d'autres groupes comme le Récif, c'était quand même présent dans notre recherche. Donc, on voulait quand même vous dire que oui, il y avait de la détresse, mais il y a aussi une mobilisation possible là, à plusieurs niveaux. C'est un verbatim en haut aussi. Oui. Donc, il y a une mobilisation à l'interne aussi. On ne fait pas face à des acteurs qui sont uniquement passifs, mais il y a une mobilisation. Et ça, c'est assez nouveau, je dirais.